Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Tant que je suis enfant, ado, finalement, j'ai pas tellement de problèmes de santé mentale. Et puis je commence les études de médecine. J'avais déjà commencé à un petit peu prendre une place dans ma famille où je m'occupais pas mal des autres. Plus ça allait, plus on pouvait se reposer sur moi, en tout cas on le faisait. Sur mes premières années d'études, je prends un peu de poids. J'avais très bien appris comment manger pour maigrir, mais je savais plus comment manger pour rester stable. Le mental faisait que j'avais des compulsions, mais qui étaient là pour... on se sent un peu seul, on se sent un peu débile. C'est un peu une marque de faiblesse. C'est vrai que la santé mentale, c'est quelque chose d'assez tabou. La chose la plus impactante dans ces questions, c'est de me rendre compte qu'en fait, tout ce que je faisais partait sur des fondements aberrants, quoi. Cette prise de conscience-là, elle a été tellement grosse et tellement importante. Et moi, elle a tellement changé plein de choses que je pensais que je me suis dit, mais il faut que tout le monde soit au courant, quoi. Bienvenue dans l'épisode 92 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Marie, que vous connaissez peut-être par le biais de son compte Instagram, Le Soin par Marie. Médecin féministe, Marie a traversé des troubles alimentaires, particulièrement pendant ses années d'études de médecine. Elle a vécu un premier régime, puis des yo-yo avec son poids, des compulsions et de l'hyperphagie. Marie a beaucoup cheminé seule au travers de l'écoute de podcasts, en particulier sur le thème des émotions. La découverte de la thérapie d'alimentation intuitive lui a permis de sacrées prises de conscience et de mettre le doigt sur ce qui bloquait encore dans son processus de guérison. Aujourd'hui certifiée en alimentation intuitive, Marie propose des accompagnements, entre autres au travers de son workbook et de rendez-vous individuels. Elle nous en parle plus en détail à la fin de notre entretien. Marie est également la co-auteure du podcast Madame la Licorne qui aborde le féminisme avec des contractions. Je vous laisse à présent découvrir notre échange et le parcours de Marie. Bonjour Marie. Bonjour Anne. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans la pleine conscience du pouvoir. Je suis très heureuse de venir recueillir ton témoignage. Je suis avec ce terme de recueillir, je trouve qu'il, je sais pas, pour moi il a du sens là tout de suite. Il m'est venu comme ça, mais il y a quelque chose voilà de précieux pour moi de venir ici apporter à nouveau une histoire, à nouveau un parcours de vie pour les personnes qui nous écoutent. Et je te remercie, comme je remercie toutes les personnes qui sont déjà venues et qui viendront, mais de cette générosité à venir confier, partager ton histoire. Donc merci beaucoup Marie d'être présente aujourd'hui. Alors je t'ai un petit peu présentée dans cette introduction, mais peut-être avant de commencer et de partir dans l'exploration de ton parcours avec les troubles des conduites alimentaires, avec l'alimentation. Est-ce que tu souhaites te présenter peut-être plus personnellement ou ajouter quelque chose qui te semblerait important ? Merci beaucoup déjà pour ton invitation. Moi, ça me fait très plaisir aussi de pouvoir partager ça. Je pense qu'effectivement, tu as déjà un petit peu présenté ce que je faisais au niveau professionnel. Au niveau perso, oui, c'est de toute façon toujours un peu des choses que j'ai eu à cœur de partager, entre guillemets, notamment sur les sujets de santé, mais sur les sujets de bien-être en général, et de prendre soin des autres, mais souvent ça commence par soi, donc à commencer par soi, puis pouvoir l'étendre aux autres après, quoi. Oui, et quelquefois, je sais pas ce que tu vas en penser, mais des fois ça se passe un peu dans l'autre sens. Moi je rencontre parfois des soignants ou des professionnels de l'accompagnement
qui au bout d'un moment se rendent compte que peut-être elles se sont un peu mises de côté ou qu'elles ont un petit peu oublié de commencer par elles. Donc c'est vraiment important de le préciser là. C'est effectivement, je pense, assez rare finalement de commencer par soi en général. Oui. Parce que, après tous les profils existent, hein, mais je pense que c'est déjà plus simple de voir chez les autres ce qui peut dysfonctionner avant de le voir chez soi. Et puis il y a un peu ce côté sacrificiel des fois qu'on retrouve dans les métiers de soignants ou dans tout simplement des tempéraments qui existent aussi. Donc voilà, je pense qu'après on va en reparler plus ultérieurement, mais je sais que dans mon cas, je pense que j'étais dans ce truc où je m'occupais justement un peu exclusivement des autres, ou en tout cas beaucoup plus, et c'est d'avoir été rattrapée par plein de problèmes perso qui font que on rééquilibre un peu les choses, quoi. Et oui, complètement. Alors, par où commencer, Marie, ton histoire? À quel moment? Comment tu veux débuter? On va partir dans les problématiques des troubles des conduites alimentaires, puisque ensuite tout s'est un peu construit au fur et à mesure là-dessus. Et il y a un peu une résonance avec mes études aussi, où finalement, tant que je suis enfant, ado, finalement, j'ai pas tellement de problèmes de santé mentale, et c'est pas tellement, j'en ai pas non plus énormément autour de moi, tout va plutôt bien, on va dire. Et puis je commence les études de médecine, et puis en parallèle il y avait, même si tout allait bien dans mon cadre familial, des événements qui avaient rendu les choses un peu plus compliquées et qui font que j'avais déjà commencé à un petit peu prendre une place dans ma famille où je m'occupais pas mal des autres finalement. Et puis avec les études de médecine, je pense que ça a exacerbé certains traits, c'est-à-dire à la fois le trait où en plus, donc je suis l'aînée de mes trois, on est 3 filles, je suis l'aînée, et en plus d'avoir un peu ce côté, alors je sais pas si c'est que mon cas, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'aînés qui décrivent un peu ça, qu'ils s'occupent un peu plus peut-être des autres que les cadets. Donc j'avais déjà peut-être un peu ce tempérament, un peu cette place-là, et puis le fait d'être ensuite vue comme une position de soignante, quoi, et puis en plus médecine qui donne une certaine place, on va dire, dans la famille, mine de rien, fait que ce truc-là s'est un peu augmenté, et que plus ça allait, plus on pouvait se reposer sur moi, ou en tout cas on le faisait. Oui. Et moi, en parallèle, comme c'est des études où on prend soin des autres, et où finalement on se coupe un peu de soi-même parce que ça demande un niveau de travail et de productivité, d'apprentissage, etc. Enfin, on fonctionne beaucoup au mental, et c'est vrai que je me faisais cette réflexion à cette époque-là. Je me disais que j'y allais au mental, mais c'était un peu une fierté à ce moment-là de me dire je peux y aller au mental, alors sans me mettre dans des situations de stress physique extrême. J'ai toujours pris des pauses quand il fallait que j'en prenne, parce que de toute façon je ressentais que moins je me reposais, moins j'étais productive, donc forcément il y avait quand même cet intérêt à faire des pauses, à couper, à garder des activités plaisantes, sociales, etc. Mais c'était quand même beaucoup au mental, et puis ça traînouille un peu comme étude, c'est pas une période de 6 mois. Voilà, donc ça je pense c'est un peu... Voilà. Donc ça a un petit peu, je pense, augmenté le côté je m'occupe des autres et le côté je me coupe de mes sensations à moi. Et il y a aussi tout le côté un petit peu performance, où il faut pas seulement avoir la moyenne, mais avoir une meilleure moyenne que les autres. C'est ça. Et donc, ça pousse un peu à la compétition et au perfectionnisme en permanence. Et je pense que quand on a déjà un tempérament, on a tendance un peu à être perfectionniste, pas au sens où on veut toujours faire les choses de façon bien, mais au sens où si on les fait moins bien, tout de suite on se dit mince, je suis une grosse nulle. Ça joue beaucoup sur l'estime de soi à outrance. Je pense que ça aggrave un petit peu toutes ces choses-là. Donc ça s'est doucement installé. Et du coup, sur mes premières années d'études, je prends un peu de poids. Parce que la première année, on fait que réviser, puis la deuxième année, qui est une année plus cool, on fait beaucoup de fêtes, mais du coup, on boit de l'alcool, on a un rythme un petit peu perturbé, mais voilà, je pense que toutes les personnes qui ont une vie étudiante peuvent avoir connu ce poids qui varie un peu, on mange un peu plus à l'extérieur, puis après, c'est dans 80% des cas, des choses qui vont se réguler d'elles-mêmes, quoi. Et moi, je suis persuadée que si j'avais rien fait à ce moment-là, et que j'avais pas eu de réflexion ou quoi que ce soit, les choses seraient plus ou moins rentrées dans l'ordre, alors à ce poids ou à un autre, mais bon, ça aurait pas dysfonctionné autant. Et du coup, ce côté un peu exigeant, on va dire, des études,
a un peu fait un espèce de parallèle avec 2-3 réflexions qu'on a pu me faire sur le fait que j'avais pris du poids, que ce soit des proches, que ce soit mon médecin, que ce soit des gens un peu de tous horizons. Et du coup, là, j'ai commencé à faire mon premier régime, qui était un régime très hypocalorique, avec aucun sens, évidemment aucun suivi, parce que pareil, quand on est médecin ou étudiant en médecine, on va pas voir de médecin ou d'autres soignants, quoi. Donc, donc il y a un petit peu de ça. Et puis ensuite, les yo-yo se sont enchaînés parce que du coup, j'avais très bien appris comment manger pour maigrir, mais je savais plus comment manger pour rester stable. Donc après, on fait des yo-yo, et puis plus on fait des yo-yo, plus finalement on se coupe de ses sensations corporelles, et plus on va découvrir, pour ma part en tout cas, les crises d'hyperphagie, les compulsions alimentaires, parce que je pense qu'il y a une part d'aliments dont on se prive qui du coup nous manque. Ça fait que c'est des aliments, dès qu'on les voit, on se sent entre guillemets obligé par une pulsion d'en manger beaucoup parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on les reverra. Mais oui. Je pense qu'il y a aussi le côté hypocalorique qui fait que simplement le corps appelle des calories pour tenir, quoi. Et puis parce que il se dit mince, on est privé tout le temps, donc là profitons-en, quoi. On refait un peu les stocks. Et puis il y a aussi, je pense, beaucoup ce côté émotionnel qui fait que comme j'étais dans un contrôle mental finalement d'un peu tout ce que je faisais, parce que du coup à la base c'était que au niveau professionnel dans mes études, mais au final c'était toute ma vie, parce que c'était tous mes repas, toutes mes activités physiques, tout ça. Enfin, je pense que les personnes qui ont eu des troubles des conduites alimentaires savent de quelle charge mentale je parle, quoi. Les courses, qui va vous préparer quoi, dans 3 semaines il y a tel week-end ici, qu'est-ce que je vais manger, comment je vais faire, je vais anticiper, enfin c'est vraiment un monde. Et du coup le mental, je pense, régulièrement n'en pouvait plus, et faisait que j'avais des compulsions, mais qui étaient là pour un peu anesthésier finalement, un peu déconnecter cette espèce de petit moulin dans la tête qui s'arrêtait jamais, que ce soit encore une fois personnel ou professionnel. Et ça a mis un certain nombre d'années, mais finalement à force d'avoir des compulsions qui me gâchaient la vie, je me suis dit faut que je fasse quelque chose, parce qu'en fait autant faire le yo-yo, reprendre un peu de poids, reperdre un petit peu, parce que ça a jamais été des écarts majeurs, je changeais d'1 ou 2 tailles à chaque fois, mais c'était pas plus que ça. Mais ça, à la limite, c'était que physique, et entre guillemets j'arrivais à gérer. Mais par contre quand ça prenait de l'ampleur, avec les compulsions, avec du retentissement au niveau social, j'avais parfois des grosses compulsions à peut-être 18h45, et du coup mon copain arrivait à 19h30 et j'avais plus faim du tout, et du coup il me disait on sort manger quelque part, et puis ça commençait vraiment à me gâcher la vie sur plein d'aspects, et c'était très pénible. Donc, et ça a duré combien, tu parlais en termes d'années, donc ça a duré combien d'années tout ça? Je pense que mon premier régime, ça devait être dans les années 2011, un truc comme ça, 10-11. Et j'ai commencé à me dire qu'il fallait vraiment faire quelque chose en 2016-17, globalement. Donc il y a quand même eu 5-6 ans qui ont chacune eu leur particularité et leur style. Mais les compulsions, ça arrivait, j'en avais quand même pas mal en 2012-13. Je fais le lien avec des voyages ou mes années d'études, mais non, ça a quand même duré un moment. Et en fait, évidemment, on se sent un peu seul, on se sent un peu débile. C'est un peu une marque de faiblesse de dire qu'on peut pas résister à un paquet de M&M's ou des choses comme ça, quoi. Et puis c'est surtout que les personnes autour de soi qui ont toujours eu un rapport plutôt équilibré à l'alimentation ne comprennent pas ce truc-là, parce que c'est pas que alimentaire, justement, c'est plus complexe, donc on est assez seul avec tout ça. Et puis je pense qu'on en parlait peut-être moins, en tout cas moi j'avais moins le nez dedans à ce moment-là, donc j'ai pas non plus vraiment su vers qui me tourner. Et de toute façon, je pense qu'avec mon tempérament et ma place c'est moi qui prends soin des autres, je me serais pas tournée vers quelqu'un à ce moment-là. C'est encore plus compliqué peut-être d'aller demander de l'aide, pour nous aussi soignants de la psyché, on va dire. Comment ça va pas et j'ai besoin moi aussi d'aller voir un psy, oui, nous aussi les psys, on va voir des psys en fait, et les médecins vont aussi voir des médecins, mais ça peut créer une espèce de truc en fait à l'intérieur de soi, de comment ça, j'y arrive pas, ou alors de retarder en fait, d'attendre, de vraiment ne plus en pouvoir, ou d'avoir au niveau physiologique quelque chose d'assez lourd en fait pour aller demander une aide extérieure. Oui, complètement. Et puis c'est vrai que la santé mentale, c'est quelque chose d'assez tabou.
Et du coup, c'est plus compliqué d'aller en parler. Et puis, on ne sait pas forcément à qui, parce qu'on se dit, moi, psychologue, je sais pas si ça m'aurait parlé à ce moment-là. Psychiatre, ça me paraissait un peu trop. Diététicienne, je sais pas. Enfin, il y a aussi un peu tout cette espèce de nuage un peu opaque sur qui accompagne la santé mentale, globalement. Oui. Et oui, je pense que pour soi, on attend beaucoup plus longtemps que pour les autres, quoi, globalement. Donc, finalement, j'ai commencé, je ne sais pas trop comment non plus d'ailleurs, mais à essayer de comprendre un peu mieux tout ça avec des podcasts, et notamment des podcasts qui parlaient justement plutôt des émotions. C'était vraiment pas centré sur l'alimentaire, parce que je crois que j'avais un peu compris à force à ce moment-là que le problème, il était loin d'être que alimentaire en tout cas, et de toute façon... j'étais arrivée dans une phase où l'idée de faire un régime ou l'idée de faire attention, ne serait-ce que sur un repas, tout de suite, ça me déclenchait une espèce d'urgence d'aller faire une compulsion. Donc je m'étais dit, de toute façon, là, j'ai plus le choix. Je peux plus essayer d'envisager ça parce que c'est pire, quoi. Donc, la restriction n'était plus envisageable, en fait. Non, c'est ça. Non, vraiment. Ouais. Et du coup, j'ai plutôt essayé de comprendre pourquoi est-ce que justement j'avais ces espèces d'urgences à manger qui venaient. Et essayer de voir dans quel contexte ça arrivait, ou qu'est-ce qui s'était passé dans ma journée, ou dans ma conduite alimentaire sur les repas précédents, est-ce que je m'étais beaucoup privée, enfin bref, essayer de comprendre un peu tout ça, et donc avec des aides plutôt à distance, des podcasts, des choses comme ça, donc qui parlaient des émotions, de nos pensées, enfin de plein de choses comme ça, et ça m'a déjà quand même pas mal aidé à mettre le doigt sur des concepts, etc. Alors même si après les podcasts, il y a énormément de choses, et il peut y avoir du bien et du moins bien. Mais là, pour le coup, en tout cas, voilà, j'ai réussi à y piocher, on va dire, une amorce. Et puis après, au cours de l'été 2018, finalement, il y a une personne justement qualifiée en alimentation intuitive qui lançait son programme, enfin qui prévoyait de le faire en tout cas, et qui était tombée je ne sais comment sur mon compte, parce qu'à l'époque j'avais un blog, alors c'était pas un blog très suivi ou rien, c'était je pense plus un peu pour moi que pour la gloire, on va dire, et j'avais parlé justement de troubles du comportement alimentaire, parce que je pense que j'avais eu besoin de mettre à plat ce truc-là, et donc ça devait être bien référencé, puisque j'avais eu... finalement, dans les années qui ont suivi, il y a 2-3 personnes complètement différentes que je ne connaissais pas qui m'ont contactée pour parler de ça, et dont cette personne-là qui me dit je vais lancer mon programme, là c'est vraiment une version très bêta entre guillemets, est-ce que tu voudrais le tester, me dire ce que t'en penses, tout ça. Et donc en fait ça m'est un peu tombé dessus, l'alimentation intuitive, et c'était très petit comme programme à l'époque, il y avait peut-être 5-6 vidéos, 5-6 petits exercices, enfin c'était vraiment pas du tout aussi développé que ça peut l'être maintenant. Et en fait, c'était pas énorme, mais ça devait être assez précis quand même et assez pertinent, parce que ne serait-ce que ces 5-6 contenus qu'elle avait créés m'ont aidé à mettre le doigt sur plein de trucs, et sur pour qui et pourquoi fallait que je reste dans tel physique ou dans tel poids, et à quelles attentes ça correspondait ou pas, etc. Et en fait, suite à ça, ça a démêlé, on va dire, plein de nœuds que j'avais dans le cerveau, et les choses sont allées petit à petit de mieux en mieux, et ça a continué ensuite à évoluer, même après avoir finalement regardé ces vidéos et fait ces exercices, mais... ça me donne vraiment l'impression d'avoir délié des trucs, et que les pistes se sont remises droites les unes à côté des autres, plutôt qu'être toutes tordues et toutes mélangées et de faire n'importe quoi. Et tu as une idée de ce qui avait été le plus révélateur pour toi ? Oui, en fait, je sais pas trop quel exercice il fallait faire, mais il y en avait un notamment où c'était... pour qui ou pourquoi je veux perdre du poids, enfin c'était pas formulé comme ça, mais je sais que c'est ce truc-là moi qui m'a pas mal impacté, et de me rendre compte qu'en fait je le faisais pas tant pour moi que pour le regard de certains proches qui m'avaient justement fait des réflexions, ou au moment de ma prise de poids, ou à l'inverse au moment où dans l'année qui a suivi j'ai perdu pas mal de poids, parce que forcément le premier régime marche très bien, après les autres beaucoup moins, mais mais voilà. Et en fait c'était ou des personnes qui en prenant du poids m'avaient dit c'est pas génial, et ou des personnes qui, quand j'avais perdu ce poids, m'avaient dit t'es vachement bien maintenant, etc. Et en fait ça m'avait vraiment déclenché une forme de si tu reprends du poids, tu vas reperdre de la valeur à leurs yeux, et tu seras moins aimé, moins accepté, etc. Et en fait, en posant ça sur papier et en me rendant compte que malgré ces réflexions, c'était aberrant, puisque c'est des personnes très proches, et même si esthétiquement j'aurais été moins à leur goût, c'est pas des personnes qui m'auraient dit salut, on te dégage de notre vie, quoi. Et quand bien même ça aurait été des personnes qui auraient eu ce comportement-là, c'est pas non plus des personnes que j'aurais voulu dans ma vie dans tous les cas. Donc
Donc voilà, donc c'est vraiment ça qui a été je pense, la chose la plus impactante dans ces questions, c'est de me rendre compte qu'en fait, tout ce que je faisais partait sur des fondements aberrants, quoi, globalement. Oui, c'est ça. C'était des sables mouvants, finalement, cette histoire-là. Hein. Je reste vraiment avec cet impact. Alors, entre autres, parce que, tu sais, en t'entendant parler des études, de la façon dont ça met dans une forme de contrôle tout le temps, finalement, dans la performance, dans la compétition, enfin, cette tension, finalement, autour de ce type d'études. Alors, il y a peut-être d'autres secteurs pour lesquels c'est le cas aussi, je sais pas, mais en tout cas, médecine, c'est quand même assez connu pour ça. Et finalement, comme ce contrôle qui s'est... tu sais, j'ai l'image un peu d'un buvard, en fait, et que ça a diffusé finalement petit à petit dans toutes les sphères de ta vie, enfin peut-être pas toutes, je sais pas, mais ça prend tellement de place, ces études-là dans la vie d'une jeune personne en fait, et pendant tellement de temps que voilà, petit à petit, tout le contrôle est venu se mettre partout en fait, y compris et encore plus peut-être autour de l'alimentation, qui est une chose qu'on peut entre guillemets facilement contrôler. Je dis entre guillemets parce qu'il y a un moment où tout contrôle échappe, mais en tout cas, ok, ça redonne de la puissance, du pouvoir, en plus on est félicité, on réussit quelque chose à peu près facilement et tout ça, donc toute cette valorisation, tu sais, en lien avec ça, quoi. Et oui, je reste avec ces remarques, tant quand tu prends que quand tu perds du poids. Et j'ai l'impression en t'entendant que c'était pas tant de kilos que ça, en fait, que tu avais pris au départ quand tu avais pris du poids. Non, c'était, je sais plus exactement, mais ça se joue sur au max peut-être une dizaine de kilos, quoi. Oui, c'est ça. Tu disais c'était pas énorme. Une ou deux tailles de vêtements. Avec le recul, on peut se dire c'est pas grand-chose, quoi. Non, complètement. Et ce qui est assez rigolo, entre guillemets, c'est que je pense qu'aujourd'hui, je fais le poids que justement je faisais au moment de ma prise de poids. C'est-à-dire, alors j'ai pas exactement le même physique parce que déjà, je n'étais plus ado, mais j'avais encore un physique qui faisait un peu plus adolescente. Et puis, mine de rien, du coup, d'avoir fait plus de sport, on va dire, ces dernières années, même s'il y avait une relation assez toxique au sport au début, qui s'est bien améliorée, mais ça a aussi un peu changé. Enfin bref, j'ai pas exactement le même physique. Oui. Et puis la prise de poids a été plus lente, alors qu'au début, elle avait été plus rapide. Donc voilà, il y a des choses qui se passent. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que vraiment, si on prend le chiffre, celui que je fais aujourd'hui et dans lequel je suis très bien, c'est celui qui m'a fait débuter toute cette période de régime, quoi. Donc, comme quoi, voilà, c'est vraiment... aberrant de ne se figer que sur des chiffres, quoi. C'est clair, c'est possible de le dire aujourd'hui, bien sûr, mais... Oui, bien sûr. Oui. Mais cette image du buvard, elle est effectivement assez parlante, et je pense qu'effectivement, l'alimentation, c'est facile, entre guillemets, à contrôler. Enfin, au début, ça donne l'impression, en tout cas, d'être facile. Et il y a peut-être eu aussi, si on essaie d'aller voir un peu plus loin et au-delà de juste les remarques que j'avais eues sur mon poids, mais il y avait du coup, dans ma famille, d'autres événements un peu de vie et de santé compliqués. Et peut-être que ce contrôle alimentaire me donnait l'impression d'avoir le contrôle sur quelque chose et avait un côté rassurant, quoi, de me dire, il y a eu tel événement dans ma vie que j'ai pas pu contrôler parce que ça dépendait pas de moi et que les aléas de la vie, c'est comme ça. Du coup, je compense en essayant de contrôler le maximum, et de toute façon, je vois bien que c'est quelque chose que je fais moins, mais que je faisais encore il y a pas si longtemps et que j'ai parfois du mal à faire, de plus essayer de contrôler dans ma famille qui va faire quoi, qui va aller où. Si on me propose un événement, alors il y a aussi un peu du coup ce biais qui est que du coup, alors maintenant encore une fois un peu moins, mais qu'à l'époque on me demandait quasiment tout le temps mon avis sur ce qu'on allait faire, ou quand, comment, les vacances, pourquoi, les anniversaires, tout ça. Ah oui. Et où moi j'avais aussi tendance du coup, si des choses s'organisaient sans moi, à dire non, ce sera moins pratique, ce sera plus ceci, on va plutôt aller là, tout ça. Enfin, il y a cette espèce de relation un petit peu perverse, mais où tout le monde s'y retrouve, même si c'est de façon pathologique, qui s'installe et qui est une espèce de contrôle qui se veut rassurant, même si c'est du vent, quoi, finalement. Mais il y a un peu de ça, Et oui. Et ça, tu fais le lien avec ta place d'aîné, dont tu nous parlais tout à l'heure. Aîné plus soignant. Oui, aînée plus soignante, plus des événements de vie qui font que mon père a eu des soucis médicaux quand j'étais ado, et j'ai un peu été celle sur laquelle on s'est reposé parce que à la base j'ai donné un coup de main en tant qu'aînée, entre guillemets, et puis après j'étais soignante, et puis après le truc c'est un peu déséquilibré, quoi. Oui, je comprends. Alors, on en était ce programme, en fait, ce bêta de ce programme que tu as suivi, puis qui a déclenché des prises de conscience assez phénoménales, en fait. Et puis, tu disais qu'ensuite, le chemin s'est poursuivi petit à petit.
Donc ça, c'était 2018-2019. Et est-ce qu'il y a eu d'autres étapes que tu voudrais nous raconter, d'autres prises de conscience, d'autres accompagnements potentiellement, ou ça a été quoi la suite? Sur l'alimentation, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de grosses nouvelles étapes. Ça a été tranquille et progressif, avec chaque année ses petites nouveautés et ses petites améliorations qu'on constate pas forcément sur le tas, mais avec le recul, on se dit tiens, ça c'est marrant, c'est plus du tout un sujet où tiens, mais en fait, on vient de rentrer de soirée, j'ai pas fait attention au fait qu'on n'avait pas mangé, on est juste sorti boire un coup et on a oublié de manger, et je ne recommande à personne d'oublier de manger, évidemment, mais c'est des choses qui m'auraient paru complètement, mais impossible, quoi. Donc voilà, donc c'est plus avec le recul qu'on se dit tiens, il se passe des petites choses comme ça. Et en fait, ensuite, du coup, en 2020, confinement, etc. Et je me dis les projets qu'on avait, du coup, sont annulés. Et je me dis, c'est l'occasion de me former moi aussi en alimentation intuitive, puisque ça avait tellement été une révolution pour moi que je m'étais dit, faut que je complète ma formation avec ce truc-là dans tous les cas. Donc là, finalement, de me former, on est encore plus le nez dedans et dans toutes les subtilités des choses, etc. Donc ça a un peu réveillé chez moi un esprit, on va dire, un peu militant sur le sujet, même si voilà, c'est des choses qui évoluent par vagues, parce que trop de militantisme, pour moi en tout cas, me prend trop de temps et d'énergie, et après j'arrive plus à m'y retrouver, enfin voilà, donc en tout cas ça m'a donné envie d'en parler de façon plus large sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et puis on se rend compte de plein de choses et de à quel point toute cette pression autour du physique qu'on devrait avoir, etc., est très très liée avec plein d'autres causes, notamment féministes, puisque les régimes, ça concerne pas que, mais une immense majorité de femmes quand même. Et puis qu'après, on peut faire le parallèle sur plein d'autres attentes physiques, voire comportementales qu'on a par rapport aux femmes. Et puis qu'il y a aussi d'autres biais racistes. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc ça a été les étapes d'après, je crois, où finalement ça s'est plus inclus dans une vision plus globale d'autres formes de militantisme, avec notamment le féminisme je dirais en première ligne, mais ouais, ça a évolué, ça a été l'étape d'après, je pense. Oui, et c'est intéressant, je trouve, parce que tu es pas la première à partager ça avec nous, de ce passage par la relation avec l'alimentation, la découverte de l'impact de la culture des régimes, du coup l'élargissement au féminisme et à la façon dont le corps des femmes est considéré comme un objet, un ornement, etc. Et je sais que pour moi aussi, cette prise de conscience que je sais plus, je crois que c'est Sophia Desblés qui est intervenue aussi dans le podcast, qui avait partagé cette phrase, mon corps n'est pas un ornement, enfin je sais plus, enfin je sais que ça avait été une prise de conscience aussi pour moi, et du coup c'est même pas un détour par le féminisme, parce que ça emmène dedans, en fait. C'est comme si les deux finissent par être liés, alors sans forcément entrer dans un militantisme très affirmé, enfin voilà, mais n'empêche de se questionner autour du féminin, de la place de la femme, et après au-delà du corps, etc., etc. Donc je sais pas si c'est un passage obligé, mais en tout cas je note que souvent ça, le buvard, tiens, là encore, mais d'une autre façon, en fait, qui s'étale dans d'autres sujets autour du féminin. Oui, je pense qu'effectivement, on peut être plus dans l'un ou plus dans l'autre, mais les deux sont de toute façon très liés, et je pense que l'un découle de l'autre ou inversement. Mais c'est vrai que oui, c'est des prises de conscience que j'ai eues, on va dire, d'un point de vue peut-être de société. Et en fait, on se rend compte à quel point soi-même aussi, ça a impacté, en plus de quelques réflexions que j'avais eues sur mon poids, en fait, on se rend compte de plein de choses qu'on a reçues dans son éducation, que ce soit familiale ou sociétale ou école, médias, vraiment éducation au sens large, de plein de messages qu'on a reçus et qu'on veut envoyer bouler, quoi, en fait, parce qu'on se dit, mais il n'y a pas à partager des choses comme ça. Et à la base, c'est vrai que tout ce chemin de l'alimentation m'a fait un peu lâcher prise sur mon corps et sur mon poids, ou le fait d'avoir des abdos plats, quoi, sur des choses très, très superficielle, entre guillemets, ou en tout cas physique pure et dure. Et puis après, ça s'est beaucoup élargi à tout ce qui était comportement, façon de penser, façon de se comporter, réflexion, etc., etc. Et surtout, ce que je trouve très intéressant, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime aborder les choses, c'est que le but, c'est pas juste de sortir d'une culture des régimes, de sortir de conditionnement sexiste ou de conditionnement quel qu'il soit, c'est d'essayer, du coup,
de casser un peu toutes ces couches justement de conditionnement qu'on a reçues pour savoir à l'intérieur vraiment qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on a dans les tripes entre guillemets. Alors on n'est pas obligé d'être à ce point dans l'introspection, mais petit à petit c'est ça que je trouve intéressant, et en tout cas moi c'est ça qui m'a fait beaucoup de bien et que j'essaye de partager maintenant aussi, c'est de pouvoir justement retourner à soi et être plus en accord avec soi-même, tout en ayant bien conscience qu'il y a des impératifs professionnels, familiaux, sociétaux, etc. mais de pouvoir faire les choses plus en conscience et plus en accord avec ce qui nous ferait vraiment du bien et ce qui nous correspond vraiment le mieux, quoi. C'est ça. Alors, tu parlais tout à l'heure de la relation au mouvement aussi, qui a quelque chose qui a pu évoluer pour toi pendant ces dernières années ou derniers mois. Oui, tout à fait. Je pense que comme beaucoup de gens, le premier régime s'accompagne aussi du coup d'une activité physique, parce qu'on se dit pour perdre du poids il faut faire les deux. Ce qui est très discutable, mais voilà. Et en fait, le sport, moi, c'est jamais quelque chose que j'ai adoré au lycée, au collège, tout ça. Alors je pense que c'est un témoignage très partagé, mais voilà, je suis pas très sport collectif parce que n'étant pas une immense sportive, le sport collectif est pas très bien vécu. Enfin voilà. Pour autant, on se rend compte que si on sort un peu de ce cadre de sport et qu'on se met dans pratique corporelle, moi j'aime beaucoup ce terme-là, il y a plein de choses que j'aime faire. J'ai toujours fait de la danse, j'ai fait beaucoup de cheval, j'aime aller marcher. Il y a plein de pratiques corporelles. Là, actuellement, c'est plus le yoga, des choses comme ça que j'aime beaucoup faire. Mais quand on se met à faire du sport pour perdre du poids, on réfléchit pas trop à ce qu'on aime faire, en fait. On fait les cours de fitness et de muscu parce que c'est à la mode et que c'est réputé pour être bon pour le métabolisme, etc. Et en fait, on se met un peu là-dedans, et c'est honnêtement pas des activités que j'ai détesté faire au niveau individuel, refaire un peu de musculation ou de step ou de choses comme ça, c'est pas du tout des choses que dans l'absolu je détesterais refaire aujourd'hui, mais c'est des choses avec lesquelles j'ai développé un rapport hyper pervers parce que c'était obligatoire, parce que c'est pas que ça me faisait plaisir de le faire, c'est que je me culpabilisais, je me dévalorisais si je le faisais pas. Et en fait, quelle que soit l'activité, je pense, si on est dans ce rapport-là, ça va pas, quoi. Quelle que soit l'activité, même si on est dans du yoga, même si on est dans de la relaxation, même si on est dans quoi que ce soit, si ça apporte plus de mal de pas le faire que de bien de le faire, c'est qu'il y a un truc qui dysfonctionne. C'est ça. Et que c'est pas seulement, tu sais, je suis avec le no pain, no gain, quand on veut, on peut, allez, il faut se mettre des coups de pied aux fesses, ou je sais pas quoi, tout ce truc-là. Alors, ça peut arriver, tu vois, qu'il y ait comme une petite flemme, mais on sait qu'après, on sera bien. Enfin, tu vois, je trouve que quelquefois, c'est subtil, en fait, cette frontière à cet endroit-là. Mais oui, je suis vraiment avec ce que tu dis, le truc qui devient... finalement, le positif, il est d'éviter la culpabilité de ne pas l'avoir fait. Enfin, le truc à l'envers, en fait. Donc, ok, non, là, il y a un truc qui ne va pas. Il y a peut-être quelque chose à revoir, soit dans le choix de l'activité, soit dans le mouvement d'une manière générale. Quoi. Pourquoi je fais ça ? Et c'est ça, c'est quoi le but, finalement ? C'est assez subtil, ouais, effectivement. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont plus besoin du sport comme un exutoire, ou d'autres qui en ont plus besoin parce qu'ils ont envie de progresser dans une discipline. Enfin, il y a plein de raisons d'en faire. Mais je sais qu'il y avait beaucoup, encore une fois, dans le sport, cette question de performance. Et ça, j'essaie d'en parler un petit peu aussi quand je parle d'alimentation intuitive et de tout ça. C'est de dire, finalement, on n'est pas obligé de tout le temps faire une activité physique pour qu'elle soit productive, entre guillemets. À savoir, il y a plein de gens qui, par exemple, vont pas marcher ou vont pas courir parce que c'est réputé que si on court moins, enfin, c'est réputé, je ne sais pas d'où, mais c'est ce qu'on entend, que si on court moins de 30 minutes, ça sert à rien parce que la dépense métabolique, j'en sais rien. Enfin, il y a un espèce de truc comme ça. Alors qu'en pratique, si t'es un peu stressé à la fin de ta journée, t'as besoin de te dégourdir les jambes et qu'aller marcher vite ou qu'aller courir un peu ou courir en alternance pendant 10 minutes, ça te fait beaucoup de bien, on s'en fout. Enfin, le but, c'est... si ton but, c'est de préparer une compétition, oui, il va falloir rentrer dans quelque chose qui va être beaucoup plus en lien avec comment fonctionne ton métabolisme, la musculation, machin, je dis pas. Mais si le but, c'est juste de se faire du bien dans l'immédiat à la tête et au physique... on n'est pas obligé de commencer à se mettre des espèces d'objectifs compétitifs, quoi, comme on voit un peu avec la muscu aujourd'hui qui est à la mode,
où on a l'impression qu'on peut pas en faire en amateur, quoi. On a l'impression que si on n'y va pas minimum tant de fois par semaine en faisant ça, en prenant ses shakers de je sais pas quoi, machin, ce sera pas productif, ce sera pas assez ceci, ce sera pas assez cela. Mais en fait, je pense qu'il faut se reposer les questions de pourquoi est-ce que je fais telle activité ? Est-ce que c'est parce que je veux me détendre ? Est-ce que je veux me dépenser ? Est-ce que c'est parce que j'ai un métier très sédentaire et du coup je vais essayer de bouger un peu mon corps pour travailler mon cardio ? Enfin, il y a plein de raisons de faire tel ou tel mouvement. Il faut juste retrouver quelles sont ses raisons à soi faire quelque chose qui est en adéquation avec ça et pas faire un programme établi par la voisine qui a d'autres objectifs. Mais oui, et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure de cette question qui a été fondamentale pour toi. Mais pourquoi je fais ça en fait, là c'était pourquoi je veux perdre du poids ou pourquoi je veux contrôler mon poids, mais finalement c'est un peu universel comme question. Oui, carrément, ouais. Et oui, alors Marie, au niveau professionnel, alors comment ça a évolué et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu en es venue à proposer des accompagnements en alimentation intuitive ? Tu veux bien nous partager aussi ce parcours-là ? Oui, bien sûr. Du coup, au niveau professionnel, donc à la fois je suis médecin allergologue, mais ça, c'est une activité qui est scindée, on va dire, avec l'alimentation intuitive, parce que même si des fois l'un et l'autre peuvent se réunir, ne serait-ce qu'au niveau pro, c'est compliqué de... Enfin, au niveau légal, je veux dire, faire un gros gloubi-boulga des deux, ce serait compliqué, donc bon, mais c'est pas très gênant. Mais du coup, ce qui m'a poussée à proposer aussi, en parallèle, des consultations d'alimentation intuitive, c'est de me rendre compte déjà de l'immense bénéfice que ça m'avait apporté, et puis de l'immense nécessité d'avoir ces discours anti-diet culture dont il y avait besoin, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des tonnes de personnes qui n'ont pas un rapport sain à l'alimentation, qui sont plus ou moins juste, entre grosses guillemets, dans un petit contrôle permanent, mais qui le vivent bien comme ça, ou qui sont en proie à des compulsions, à des choses qui vont pas du tout, etc. Et ne serait-ce qu'au cours de mes stages de médecine, même si je suis jamais passée vraiment dans des services purs et durs de nutrition, de diététique, tout ça, j'ai vu quand même, malgré tout, des personnes qui avaient des comportements alimentaires très déréglés, qui allaient pas bien, qui étaient pas bien dans leur peau, qui en venaient à des solutions très médicales, très chirurgicales. Alors peut-être qu'en amont, il y aurait eu d'autres choses à faire et qu'il y a un peu une méconnaissance parce qu'il y a un tabou de tout ce qui est TCA. Et alors, après, l'alimentation intuitive n'est pas non plus forcément adaptée à tous les types de TCA, parce que, encore une fois, je pense à l'anorexie mentale, par exemple, qui est pour moi, en tout cas, un TCA qui est plus complexe et voilà, il y a peut-être une prise en charge plus multidisciplinaire à avoir, mais on va dire toutes ces conduites alimentaires à type d'hyperphagie, compulsion, ça c'est des choses, on pose pas vraiment de diagnostic dessus parce que c'est pas assez psychiatrique entre guillemets, pour autant ça pourrit la vie, et pour autant ça a un retentissement énorme au niveau de sa santé mentale, de sa santé physique, et puis après ça fait un peu le lit de plein d'autres problématiques, qu'elles soient métaboliques, qu'elles soient sociétales, parce qu'à force de faire le yo-yo, peut-être on a un poids qui dépasse les normes, et du coup on commence à subir la grossophobie, la discrimination de société, des choses comme ça, et de là on va moins chez le médecin, et de là on est diagnostiqué pour une autre maladie plus tardivement. Enfin, il y a tout un spectre autour de tout ça, où en fait plus on creuse, plus on se dit mais c'est immense en fait, ça va loin tout ça. Et donc en fait je pense que j'ai eu à cœur de partager là-dessus, parce que je pense qu'aussi, comme j'aime de toute façon bien partager un peu les prises de conscience que j'ai en général, et surtout dans le domaine de la santé. Cette prise de conscience-là, elle a été tellement grosse et tellement importante, et moi, elle a tellement changé plein de choses que je pensais, que je me suis dit, mais il faut que tout le monde soit au courant, quoi. Enfin, après, ça, c'est une tendance que j'ai assez naturelle, mais là, sur ce sujet-là, ça me paraissait quand même très important qu'il y ait plus de communication là-dessus, et puis de pouvoir accompagner d'autres personnes qui, comme moi, étaient... entre guillemets en souffrance, mais pas assez en souffrance, à savoir notamment pas assez maigre ou pas assez grosse, entre guillemets, pour que la souffrance se voie et qu'il y ait une prise en charge médicale qui vienne d'elle-même, quoi. Et voilà, vraiment le centre de ce que j'ai à cœur de proposer maintenant, c'est pas tant... de peser plus, de peser moins, etc. Enfin, évidemment que, on va dire, la porte d'entrée dans l'alimentation intuitive, souvent, c'est un problème avec l'alimentation. Mais c'est vraiment ce que j'ai le plus à cœur, c'est d'aider les personnes à se reconnecter à elles-mêmes et à se sentir bien dans leur basket et à renouer avec qui elles sont à l'intérieur. Souvent, d'ailleurs, dans les consultations, on parle d'alimentation, peut-être la première séance, peut-être les 2-3 premières séances. Et après, très vite, on parle de choses qui n'ont rien à voir, quoi. Et oui. Et oui, au final. Donc aujourd'hui, tu proposes des accompagnements en individuel ?
Ouais, c'est majoritairement de l'individuel, parce que c'est un peu le format que je connais en étant médecin aussi, et puis parce que je trouve que le côté individualisé, moi, c'est quelque chose qui me convient bien, et puis il y a une espèce aussi d'intimité de la personne qui est respectée, et puis ça me permet de m'adapter au mieux à son vécu, à sa situation, son entourage, etc., même s'il y a des similitudes assez régulières, mais c'est quand même jamais des parcours pile poil pareils. Oui. Et après, je propose aussi des accompagnements où je suis plus là pour faire de la supervision, entre guillemets, mais où les personnes sont plus en autonomie. Parce que la consultation individuelle, je sais qu'il faut avoir le temps de prendre le rendez-vous d'une heure, machin, que c'est aussi un coût, enfin, etc. Et donc, dans ce que je propose plus récemment, c'est aussi un petit workbook, du coup, d'exercices que j'ai fait, où j'ai repris les grosses bases et les choses qui reviennent pour moi le plus souvent avec... j'explique un peu les concepts et puis je propose des exercices pour aider à mettre le doigt sur ce qui dysfonctionne, comment se reconnecter à sa faim, sa satiété, tout ça. Oui. Et puis donc il y a le workbook nu, entre guillemets, qu'on peut acheter. Oui. Il est peut-être nu, mais il est très précieux. Hein. Enfin, quoique quelque chose de nu peut être très précieux, mais pour l'avoir eu entre les mains, enfin virtuellement, hein, c'est un workbook, sûr, mais je le trouve vraiment très précieux. Et je pense que, tu vois, je repense au programme, toi, que tu avais suivi en bêta et qui avait déclenché des prises de conscience. Et je pense qu'avec ce workbook, il peut y avoir déjà des belles prises de conscience et permettre d'avancer en autonomie d'une belle façon. Et avec, du coup, si je comprends bien, des petits SOS qu'on peut te demander, enfin je dis SOS, de l'accompagnement pour venir parfaire finalement ou aider ce processus-là. Ça oui, c'est quelque chose que j'ai mis en place il n'y a pas très longtemps, où justement, c'est ce que j'appelle mon suivi mensuel en fait. C'est qu'en fait, je laisse les personnes avancer à leur rythme avec le workbook. Et en fait, tous les mois, on s'appelle. Alors, c'est pas une consultation d'1 heure, mais c'est un appel de 20, 25, 30 minutes pour justement un peu voir où est-ce qu'elles en sont. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles elles bloquent? Est-ce qu'au niveau individuel, elles disent moi, en fait, ces étapes-là, elles m'intéressent pas. Et donc, je vais plutôt changer l'ordre de ce qui était prévu ou adapter... individualiser deux trois petits points quoi, donc voilà, ça c'est une autre formule que je mets un petit peu en place pour justement les personnes qui ont peut-être un tempérament un peu comme le mien, c'est-à-dire vouloir un peu faire leur truc dans leur coin ou pour des questions de pudeur ou des questions d'organisation, voilà, tout le monde est différent, mais avoir quand même un peu un fil conducteur et pas être juste tout seul devant son cahier d'exercice qui peut convenir ou peut ne pas convenir. Tout à fait. Oui. Ah, super. C'est vraiment chouette, je trouve, comme proposition. Et puis, comme ça, il y en a pour tous les goûts, un peu. C'était un peu l'idée, ouais. Exact, c'est ça. Alors, je vois qu'on arrive bientôt à la fin de notre échange, Marie. Est-ce qu'il y aurait une dernière chose que tu souhaiterais partager ou quelque chose qui résumerait ce qu'on s'est dit, ou le plus important, ce serait quoi pour toi, ce mot de la fin? Globalement, je trouve que ce qui est intéressant, alors je le vois avec mon parcours perso, mais je pense que on peut rentrer dans des démarches de prendre soin de sa santé mentale par plein d'autres biais, que ce soit l'alimentation ou que ce soit d'autres problématiques qu'on vit à l'échelle perso, et que souvent c'est très dur de faire ce premier pas, que ce soit en autonomie ou que ce soit avec un professionnel en face, mais je trouve qu'après ça crée une espèce de cercle vertueux où en fait plus on commence à prendre soin de sa santé mentale et plus on y est attentive et plus on va mettre en place ou des actions pour aller mieux ou des actions pour prévenir le fait que si on tire trop sur la corde ça ira pas quoi. Globalement on va apprendre à mieux se connaître à ce niveau-là et je trouve que d'apprendre à se connaître c'est quand même pas quelque chose de simple et loin d'être quelque chose d'inné puisqu'on est souvent quand même très formaté par encore une fois ou l'éducation ou l'école ou l'entourage ou tout ça à la fois et qu'après ça fait cercle vertueux parce que c'est plus simple après, en tout cas moi je l'ai constaté pour moi, de se rendre compte ensuite de choses qui peuvent aller moins bien ou de moments où on se dit tiens là faudrait peut-être que je reconsulte ou que j'aille vers un autre type de thérapeute parce qu'en fait ça va mieux, mais du coup ça a démasqué le fait que je bloquais sur un autre sujet parce qu'il y a aussi ça dans le fait de plus avoir de compulsion.
c'est que finalement, on anesthésie un peu moins ses émotions, et du coup, on se retrouve un peu plus avec ses émotions, à se dire « Ah, bon, alors du coup, là, ça va pas du tout, sauf qu'en fait, manger, maintenant, j'en ai plus envie, puis ça marche plus aussi bien qu'avant. SOS, qu'est-ce qu'on fait, quoi ?» Et du coup, ça peut donner des fois des impressions paradoxales d'aller moins bien, mais qui en fait sont simplement qu'on enlève un petit peu les couches autour qui permettent d'aller plus au cœur du problème, et plus on va soigner au cœur du problème, et plus c'est durable, en fait, et voilà, donc c'est vrai que du coup moi j'ai plus récemment, là, il y a 6 mois, 8 mois, vu une psychologue pour parler justement de ces problèmes, on va dire un peu plus de fond, chose que j'avais jamais fait avant, et finalement déjà je pense que d'avoir fait cette démarche ça a été possible parce que j'avais eu un peu ce recul et que moi-même parlant de santé mentale avec les gens tous les jours, je me disais quand même une fois, il faudrait peut-être quand même que tu passes à la casserole. Et puis je pense que... Ah oui, carrément, passer à la casserole, hein. Je suis avec le terme qui est quand même... Non, mais je me disais, bon, ça fait quand même 10 ans que... j'ai eu une dizaine d'années, voilà, avec les troubles des conduites alimentaires, avec les études, avec ma famille. Je me disais, bon, il y a peut-être quand même des choses à aller creuser. Et donc oui, il y avait forcément des choses. Après, j'ai été... agréablement rassurée que ce soit pas non plus une montagne de choses. Je me suis dit bon bah c'était quand même pas si tordu que ça finalement. Mais oui, et en fait d'avoir fait ce premier pas si je suis amenée à revoir un psychologue, la même ou une autre, ce sera je pense maintenant beaucoup plus simple. Et il y a le fait que ça puisse être tabou pour les autres, mais je pense qu'il y a aussi le fait que ce soit tabou pour soi, beaucoup. Oui. Et une fois qu'on a passé ce premier cap, après, c'est beaucoup plus simple et d'en parler et d'y retourner, comme on irait chez l'ostéopathe, parce qu'on a le dos un peu bloqué, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est le côté très positif que j'ai trouvé, ouais. Marie, où est-ce qu'on peut te retrouver si les personnes qui nous écoutent veulent te contacter, échanger avec toi, se procurer ce merveilleux workbook ou prendre un rendez-vous? Du coup, essentiellement sur Instagram, @le soin par Marie. Oui. C'est là où on trouve l'essentiel de ce que je fais. Après, j'ai aussi un podcast qui parle pas spécialement d'alimentation, mais de féminisme. Donc, on y retrouve des problématiques en lien ou pas avec les régimes, qui s'appelle Madame Licorne, que je fais avec une amie. Madame Licorne, je sais pas comment ça vous est venu, mais voilà, c'est chouette. De nous non plus, on sait plus exactement, mais on l'aime bien. mais oui, on voulait surtout parler de féminisme et on voulait que ce soit quelque chose d'assez décomplexé. Et du coup, le nom un peu enfantin entre guillemets nous est venu. Voilà, on voulait pas que ce soit quelque chose qui fasse trop théorique, trop sérieux, parce que c'est pas non plus, c'est pas non plus le ton. Enfin, on n'a pas la prétention de pouvoir donner ce ton-là à ce qu'on fait et qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes, donc Spotify, Apple Podcast, normalement. C'est partout et c'est une fois par mois. Super. D'ailleurs, oui, vous pouvez le retrouver là où vous nous écoutez maintenant tout de suite, en fait. Voilà. Carrément. Oui. Je te remercie beaucoup, Marie, d'être venue aujourd'hui témoigner dans la pleine conscience du pouvoir. Encore une fois, n'hésitez pas à contacter Marie et à aller voir ce qu'elle vous propose et à écouter Madame Licorne. Moi-même, je vais aller jeter une oreille, ce que je n'ai pas encore fait. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite et puis peut-être à bientôt pour évoquer un autre sujet, pourquoi pas. Merci beaucoup, Anne, encore une fois pour l'invitation et puis je reviendrai avec plaisir en tout cas. Nous voici à la fin de cet épisode. Vous pouvez retrouver Marie comme elle le propose sur son compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de l'épisode. Avant de nous quitter, je vous annonce la pause estivale du podcast La pleine conscience du pouvoir. Nous allons prendre quelques semaines de vacances pour mieux nous retrouver dans le courant du mois de septembre. De nouveaux épisodes sont en préparation et en attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter ceux qui sont déjà à votre disposition. Plus de 50 heures d'enregistrement vous attendent si vous découvrez le podcast aujourd'hui. Passez un bel été et à bientôt pour le prochain épisode de La pleine conscience du pouvoir.